Bien voilà, on va commencer, si vous le souhaitez, cet été. Donc, l'équipe EduMed a souhaité redynamiser un petit peu le réseau en créant une newsletter bimensuelle que vous avez donc reçue. Là, c'était la deuxième en novembre dernier, ce mois-ci. Et on a décidé que cette newsletter soit une façon de montrer l'actualité d'Edumed. Hein, la voici, la dernière que vous avez pu recevoir. Donc, il y a toutes les actions en cours ou à venir. Et on a décidé de faire un petit point pédagogique, didactique, très utile aux profs, le plus concret possible, le plus clé en main possible, pour s'ouvrir de la façon la plus claire possible à toutes les ressources que nous propose EduMed. Voilà, donc par exemple, donc il y a 2 mois, au cours d'une première petite visio, Jean-Luc vous avez présenté euh, le Tools Lab, entre autres, hein, une des entrées du portail EduMed, et on avait travaillé essentiellement, il nous avait présenté essentiellement les capteurs de l'environnement, le complexe risque qui se trouvait donc dans le coin labo d'EduMed. Dans ce coin labo d'EduMed, on trouve toutes les ressources téléchargeables qui sont utiles pour étudier donc toutes les ressources de l'environnement. Aujourd'hui, nous travaillerons essentiellement sur des données sismologiques. Mais dans les futurs Zooms, on vous présentera des données sur la météo, l'hydro, la volcano. Donc on décidera dans les futurs Zooms des thématiques que nous pourrons vous présenter. Alors, si on entre dans le data center et spécialement en sismologie, on va tomber très rapidement dans vous avez plusieurs possibilités, et on va s'intéresser aujourd'hui aux sismogrammes d'intérêt pédagogique. Ces sismogrammes d'intérêt pédagogique, ils vous proposent des études de cas clés en main vraiment qui sont conformes à vos préoccupations, que ce soit en cycle 4, en lycée, qui sont conformes à vos préoccupations pour booster un petit peu votre enseignement des sciences de la Terre dans le domaine de la sismologie. Vous pourrez, par exemple, trouver des études de cas qui vous permettent de déterminer un épicentre, de localiser, de travailler sur la thématique du risque, pour les collègues de collège, ils m'en ont parlé et ils sont intéressés de ce point de vue-là. On peut aussi travailler sur la zone d'ombre liée au noyau ou bien liée à la LVZ. Vous voyez, donc on peut rentrer dans la structure du globe. Ça, c'est plus les préoccupations du lycée. On peut voir, par exemple, l'enfoncement du Moro sous une montagne, sous un massif. Également la dualité crustale, CO, CC, qui sont vraiment des préoccupations de la première de la spécialité. Et aujourd'hui, plus spécialement, on va prendre un peu de temps pour parler du PREM. Et donc, on ira dans les données d'intérêt pédagogique, rechercher, on va dire, un des meilleurs euh, événements sismiques qui va nous permettre d'illustrer ce modèle de vitesse des ondes dans le bloc. Voilà. Alors, auparavant, ce que l'on souhaitait, c'était revoir un petit peu avec vous, qu'on soit tous d'accord sur le comportement des ondes d'un ray sismique lorsqu'il circule en surface ou dans le globe. Vous savez qu'il existe principalement des ondes de surface qui circulent donc à la surface du globe et des ondes de volume. Vous savez
que ces ondes de volume, hein, on va appeler le trajet de ces ondes un ray, vous savez que ces raies sismiques obéissent aux lois de l'optique. C'est-à-dire que lorsqu'ils rencontrent un milieu qui a des caractéristiques différentes, des coefficients, des roches de densité, de masse volumique différentes, ou des coefficients de réfraction différents, au contact donc entre ces deux milieux, les physiciens appellent ça un dioptre, nous, en géologie, on appelle ça une discontinuité. Et donc, chaque fois qu'un ray sismique va toucher une discontinuité, des roches de caractéristiques différentes, ce ray va être soit réfléchi, soit réfracté. Et c'est ce qui fait ici, vous le voyez, que quand on regarde le trajet de raies sismiques en profondeur, on ne se retrouve pas dans des raies qui sont en ligne droite. On a des arcs de cercle. Ça, c'est dû au fait que le globe est hétérogène, il y a plusieurs discontinuités en surface, en profondeur, et chaque fois que ce ray rencontre une discontinuité, il va être réfracté d'une façon telle que il va plutôt s'enfoncer quand il rencontre les premières raies de cette façon-là, et plus il remonte dans la surface, plus cela va lui donner donc une courbe en arc de cercle. Donc, vous voyez que lorsqu'on va parler de la distance accomplie par un récif sismique, on va être parfois amené à parler de distance angulaire. Par exemple, ici, le foyer étant là, la station PALC PALK se trouve environ à 43 degrés de distance angulaire. Mais on peut aussi calculer la distance effectuée en prenant son vélo et en pédalant à la surface du globe pour aller jusqu'à Pâques. Troisième possibilité, et vous comprenez que ça va être la plus pertinente, c'est le trajet réel effectué par les ondes en profondeur. Voilà, donc c'est celle-ci que l'on va regarder. Et ce qui est intéressant, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un logiciel qui nous donne le trajet de ce ray sismique, qui nous donne éventuellement le temps mis pour aller du foyer à la station. Et dans notre préoccupation, parce qu'on est là pour le modèle PREM, dans notre préoccupation, ce qui va être important, ce qui serait important, c'est d'avoir un logiciel, une application, un modèle qui nous donne aussi la profondeur atteinte par ce ray sismique. Eh bien, ce, ce rêve, ce besoin, EduMed l'a réalisé. On a demandé à Philippe Consentino, qui crée beaucoup de logiciels en sciences de la vie et de la Terre, et qui est auteur, entre autres, de Technoglobe 3D, de nous donner la possibilité de connaître l'ensemble des caractéristiques du ray qui va circuler en profondeur. Donc, il nous donne, par exemple, d'un simple clic, vous voyez, je clique sur le ray qui arrive à, ici, la station ANMO. Eh bien, en cliquant sur ce ray, j'ai la longueur, j'ai le trajet parcouru, j'ai sa durée, et j'ai la profondeur maximale atteinte. Donc là, j'ai toutes les données qui me permettront de construire avec mes élèves un graphique exprimant la vitesse en fonction de la profondeur atteinte. Vous voyez? Donc, là, je vais être équipé pour découvrir avec mes élèves ce PREM, essayer de le créer. Et donc, vous comprenez que pour établir ce modèle, pour
créer ce graphique vitesse en fonction de la profondeur, je vais avoir besoin d'ondes qui circulent à des profondeurs très grandes. Et donc, je ne vais pouvoir travailler que sur des séismes puissants qui ont été enregistrés sur une très large surface du globe. En effet, si j'ai un petit séisme qui se déroule ici au foyer, avec une très faible amplitude, il ne va être enregistré que par des stations qui sont à proximité. Ce sera un séisme local ou régional. On en verra un exemple si on a le temps en fin de session. Mais ce qui va être important, au contraire, c'est de rechercher des téléséismes, c'est-à-dire des séismes enregistrables à distance, téléséismes, et ces téléséismes auront donc la caractéristique d'avoir une très forte magnitude. Donc, d'une façon générale, si vous considérez qu'un séisme a eu lieu sur le globe, qu'il ait une magnitude, allez, on va dire supérieure à, allez, on va dire 7, magnitude supérieure à 7, eh bien, il aura assez d'énergie pour être enregistré sur toute une palette de stations qui couvrent la surface du globe. Et donc là, on pourra réellement travailler sur différents raies qui ont atteint des profondeurs différentes. Et chaque fois, on pourra calculer leur vitesse. Et donc, ce que l'on vous propose, euh, c'est d'aller travailler sur un événement qui a eu lieu en 2019. Hein, il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6 hein, dans le data center sur lequel vous pouvez travailler. On en verra un autre exemple tout à l'heure. Et en l'occurrence, c'est l'événement qui a eu lieu au Pérou, à la frontière entre le Pérou et l'Équateur, et qui était de magnitude 7,5. Alors, vous le voyez sur la droite, on a la possibilité d'ouvrir cet événement soit directement sur Tectoglobe. Donc ça va être la facilité pour nous, parce qu'on a un logiciel qui est très puissant, qui permet plein de choses, et qui va nous permettre d'ouvrir directement l'ensemble des sismogrammes de ce tracé. Et également, dans les données SAC, vous pourrez trouver, le cas échéant, d'autres fichiers, par exemple un KMZ, qui pourra être téléchargé pour être inséré ensuite dans Tectoglobe. Voilà. Donc là, je vous propose de laisser le, le diaporama et on va aller ensemble sur EduMed faire la manip avec cet événement de février 2010. Voilà. Donc là maintenant, hein, je suis plus sur le diaporama, je suis sur le site, le portail EduMed. Je refais rapidement le guidage vers le data center. Le data center me propose les données sismo, météo, hydro, volcano, océano. Je choisis les données sismo. Je me rends dans les sismogrammes d'intérêt pédagogique. Je retrouve l'ensemble des études de cas. Je vais ouvrir Tectoglobe qui va me présenter directement l'ensemble des sismogrammes enregistrés par 6 ou 7 stations réparties à la surface du globe. Bon, on ne va pas revenir sur Tectoglobe, vous le connaissez, c'est un logiciel qui est d'une richesse énorme. Ceci est entièrement dédié aux sciences de la vie et aux sciences de la Terre. Toujours pareil, sur la gauche, on a le globe virtuel, avec les stations qui sont réparties à la surface du globe. Voilà. Vous voyez que tout de suite,
En manipulant un peu le globe, l'épicentre s'est affiché, interface Pérou-Équateur. J'ai les différentes stations de par le globe, et sur la droite, Tectoglobe nous affiche les données annexes. Donc là, en l'occurrence, on a les sismogrammes. On pourra avoir un graphique. On pourra avoir des distances ou des boîtes de dialogue. Et autre particularité de cette étude de cas, qui est vraiment faite pour nous faciliter le travail, c'est que en double-cliquant, par exemple, sur la station la plus proche, qui se trouve donc à NWB, donc c'est Antigua et quelque chose comme ça, Antigua et la Barbade. Vous voyez, je double-clique sur la station ANWB et j'ai un cercle qui m'indique que l'épicentre se trouve à, vous voyez, c'est indiqué ici, là, en surmètre de la Barbade, et l'épicentre se trouve donc sur ce cercle. Vous comprenez qu'avec une triangulation, je vais pouvoir définir l'épicentre et je vais remarquer donc qu'il est bien, c'est bien celui qui est noté. Je vais voir la station RPN qui est en fait dans le Pacifique. Vous voyez, c'est Rapa Nui, la capitale de l'île de Pâques. Donc je clique sur RPN et j'ai un second cercle. Je vais maintenant au Nouveau-Mexique, ANMO, je double-clique, j'ai un troisième cercle et ainsi, avec les élèves, je peux facilement retrouver l'épicentre de cet événement. D'accord? Alors, euh, on va, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de travailler sur les 4 premiers sismogrammes. Alors, vous voyez, j'ai la possibilité ici d'agrandir la fenêtre. Je pourrais la refermer tout à l'heure, hein, en haut à droite, là, hein, la réduire. Donc, je l'ouvre. Je vais demander à Tectoglobe de m'afficher, dans autant qu'à faire, des tracés de haute qualité, hein, puisque je vais travailler dessus. Et Sismogramme me donne également, en cliquant là-dessus, je peux afficher le T0 de l'événement, c'est-à-dire le moment de la rupture au foyer. Et vous voyez donc que l'ensemble des tracés sont alignés avec le même T0. Que m'offre encore l'onglet Sismogramme? Il me donne la possibilité de mettre tous ces sismogrammes avec la même échelle des ordonnées, une échelle des ordonnées commune. Alors, je vais le faire juste pour voir ce que ça nous donne. Pour remarquer que lorsqu'ils ont une échelle des ordonnées communes, on n'a plus du tout la même amplitude. On remarque que, donc ça c'est la préoccupation du cycle 4 et même éventuellement du cycle 3, on remarque que la première onde, elle arrive de plus en plus tard, et on remarque également que l'amplitude de l'enregistrement diminue.
C'est-à-dire qu'avec la distance, on a un amortissement des ondes. Voilà, on n'est pas surpris. Bon, là, on est un peu gêné par cette faible amplitude, donc je vais supprimer l'échelle commune de façon à avoir, donc, à bien voir les différents sismogrammes. Dans l'onglet sismogramme, je peux lui demander aussi d'afficher le temps d'arrivée des ondes. Alors, là, il faut être prudent parce que ce temps d'arrivée des ondes de volume, les ondes P, S et les ondes de surface L, elles sont en fait affichées selon une routine et en fonction du modèle de vitesse qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, en fonction du contexte géologique local, il peut y avoir des petites anomalies et on en verra une grosse tout à l'heure. C'est pour ça que je vous mets en garde. Donc là, ce que l'on va faire dans un premier travail, c'est de euh, voir en fait à quel moment arrive l'onde P, combien de temps met-elle pour arriver à la Barbade, à NWB. Donc, en déplaçant la souris, vous voyez, je me mets. Vous voyez, là, on peut se demander pourquoi le P a été placé là et non peut-être un peu plus tard. Vous voyez, donc il faut être un peu prudent par rapport à ce genre de choses. Mais, voilà, considérons que à ANWB, il faut 305 secondes pour que la première onde P arrive à la station. Je replace, je reviens un peu à l'ensemble de ces programmes. Voilà. On a la possibilité ensuite, donc, alors on voit que au niveau de ces 4 premières stations, par exemple, Antigua la Barbade, RTN Île de Pâques, ANMO et CAL en France, je pense que c'est peut-être le plateau de Calerne qui est au-dessus de Nice. Vous voyez que arrivent des ondes P et S. On voit que l'arrivée des ondes P se fait donc logiquement de plus en plus tard. On voit également que l'écart, le temps d'arrivée, le retard des S par rapport au P augmente également avec la distance. D'accord? On le voit bien ici. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'afficher ces 4 stations à la surface du globe. Donc, c'était, voilà, là, je réponds à ta question. Donc, Fabrice, je vais dans sismogramme et je vais projeter les stations, donc toutes celles de cette étude de cas, entre autres les 4 premières, je vais les projeter sur une coupe du globe. Voilà. Donc, cette coupe, elle va s'afficher ici. Je vois donc là, j'ai pas la possibilité
de zoomer. Je vois que la station d'Antigua se trouve environ à 25 degrés de distance épicentrale. Et en cliquant sur le ré qui correspond à Antigua, j'ai une longueur, une durée, le temps mis pour arriver jusque-là, et j'ai la profondeur atteinte par le ré sismique, en l'occurrence 600 km. Donc, je demande aux élèves de noter cela, de noter pour chaque station la première, la deuxième, la troisième, et Calerne à Nice. Calerne se trouve à une distance épicentrale, alors vous voyez, à 10 degrés presque. Le ré sismique a parcouru une distance de 8929 km et atteint la profondeur de 2649 km. Voilà, donc on a une certaine homogénéité pour ces 4 stations les plus proches. Elles sont à une distance épicentrale inférieure à 90-100. Elles présentent, les enregistrements présentent des ondes P de compression, des ondes S de cisaillement. Ces ondes de volume, on peut le vérifier ici, n'ont pas rencontré de grosses discontinuités profondes. Il y a eu des discontinuités superficielles dans les 300 premiers kilomètres, le MO, la LBZ, etc. Mais ça n'a pas spécialement affecté leurs caractéristiques, leur vitesse. Elles n'ont pas en tout cas rencontré de discontinuité majeure. Voilà pour les 4 premières stations que l'on peut donc, pour lesquelles on peut donc mesurer et commencer la construction d'un petit graphique avec les élèves de la vitesse en fonction de la profondeur atteinte. Il va en être tout autrement pour les stations suivantes, c'est-à-dire Kunk. Alors, sismogramme, je vais enlever là. Où se trouve la station Kunk? Ah, elle est par là, en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, la station qui se trouve dans les îles Coco, et il y en a même une autre qui est Com et qui se trouve en Malaisie. Donc ces 3 stations ici sont bien plus lointaines. Sur la coupe du globe, elles se trouvent au-delà de 100 degrés de distance épicentrale. Alors, quand on regarde ces sismogrammes, hein, pour les 3 stations suivantes, on se retrouve avec ah, le standard.
On se retrouve donc avec la station Kunk qui se trouve ici, vous le voyez, est indiqué à la distance épicentrale de presque 116 degrés. Les îles Coco se trouvent à 164 degrés de distance épicentrale. Donc là, vous voyez, ça devient intéressant parce que pour parvenir à de telles stations, les ondes de volume vont pratiquement traverser l'ensemble du globe. Donc ça, c'est tout ce qui nous intéresse. Et même la station COM, hein, vous voyez qu'elle est pratiquement à 180 degrés de distance épicentrale. C'est-à-dire elle traverse l'ensemble du globe pratiquement en ligne droite. Donc ça, c'est très intéressant. Et si l'on dépouille ces tracés, donc je choisis d'afficher le temps d'arrivée des ondes. Alors, je vois que pour les deux stations les plus lointaines, je retrouve des ondes appelées P, K, I, K, P. Ce sont des ondes P. Ce sont donc bien des ondes de compression. Mais ces ondes de compression, elles ont traversé des sphères, des couches du globe. K veut dire que cette onde P a traversé la graine, Kern en allemand, c'est-à-dire le noyau externe. I pour inner, noyau interne. Donc cette onde P, elle rentre dans le noyau externe, K. Elle rentre dans le noyau interne, I. Elle ressort du noyau interne, elle passe dans le noyau externe, K. Et elle ressort en onde de compression. Donc, aux îles Coco et à KOM, KOM, en Malaisie, je retrouve des ondes, non plus des P directes, mais des P qui ont été, qui ont traversé des ondes, qui ont été réfractées des couches très très profondes, notamment le milieu. Alors, je suis un petit peu gêné pour Kunk. La routine ici nous indique des P, des S, qui pourraient laisser penser qu'il y a des ondes directes, P, compression, S, cisaillement, qui arrivent à une station qui se trouve à 116 degrés de distance épicentrale. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte récemment. On a prévenu l'auteur de ce logiciel et c'est quelque chose qui va être corrigé. Mais au niveau de coût, hein, comme on le voit un petit peu ici, donc on va réduire cette fenêtre. Je vais revenir donc au niveau de ma projection de station sur la coupe du globe. Et vous voyez que Kunk, en fait, 115 degrés de distance épicentrale, se trouve dans la zone d'ombre. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir ici d'onde P et S d'ailleurs directe. Donc c'est une petite erreur à corriger sur le tracé qui est là. Par contre, vous voyez qu'au niveau des stations Coco et COM, le ré sismique
focaux, par exemple, traverse bien le manteau, le noyau externe, le noyau interne, il ressort dans le noyau externe, il revient dans le manteau. Vous voyez? Et pour comme, on est pratiquement en ligne droite, euh, un ray sismique qui traverse le globe de part en part. Alors là, on voit bien la différence entre la réalité, le trajet de ce ray, vous voyez, qui est autour de 12 000 km. Donc ce trajet, c'est 12 000 km. Et voilà, vous voyez, comme si je suis en surface, si je vais en voiture depuis l'épicentre jusqu'à la Malaisie, je vais parcourir en fait 19 000 km, presque 20 000, vous voyez, en faisant la surface du globe. Ça, c'est le trajet que vont faire les ondes de surface qui vont se rendre du foyer jusqu'à... Donc, bien sûr, vous comprenez que la réelle, la vraie distance à considérer, c'est celle du ray. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, on se trouve, si on récapitule, pour les 4 stations les plus proches, on a des ondes directes, P et S. Pour les stations plus lointaines, on ne retrouve plus d'ondes directes et on ne retrouve plus d'ondes de cisaillement, S. On va voir ce que l'on peut dire de tout ça. Vous connaissez la réponse, mais on va le reposer. Voilà. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'exploiter un petit peu toutes les données que l'on vient de voir. Je vais arrêter le partage pour revenir à mon diaporama. Si vous avez une ou deux questions, je vous écoute. Voilà. Donc, nous en étions là. Patrick, Et oui, que je veux, si je peux rajouter quelque chose, oui, je ben, t'en prie, je t'en prie. quand on a un établissement qui n'a pas une connexion Internet facile, alors il est tout à fait possible de télécharger Tectoglobe sur son poste, sur son ordinateur, et ensuite il suffit de télécharger les données SAC. Vous voyez le bouton données SAC plutôt que Tectoglobe, ce qui veut dire que vous pouvez travailler en l'absence d'Internet et faire exactement la même chose que ce que Patrick vient de dire. Donc, c'est pas, on peut avoir des problèmes d'Internet et de postes reliés à l'Internet. Pour cela, il faut préparer les postes en installant Tectoglobe 3D et aller chercher les données qui sont au format SAC, c'est-à-dire un format que Tectoglobe sait lire parfaitement et vous aurez exactement la même fonctionnalité sans avoir besoin de l'Internet. Ça peut être important de préciser ça pour des établissements où l'Internet est pas présent ou pas facile à avoir. Voilà. Tout à fait. Merci, Jean-Luc. Voilà, donc, ce que je vous propose, là, c'est de voir la façon dont on peut exploiter tout ça. Euh, on a donc euh, demandé à nos élèves de noter, ça peut être un petit travail collaboratif, hein, pour chaque station, euh, la distance, de calculer la vitesse et de noter la profondeur atteinte pour les différentes stations. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que avec la profondeur, euh, la vitesse des ondes P
est croissante. On passe en l'occurrence, pardon, de 9 km à presque 12. C'est-à-dire que plus les ondes s'enfoncent, plus les ondes P sont rapides. Alors, ce que l'on a l'habitude de dire, c'est que voilà ce qu'est pour le physicien la formule de la vitesse des ondes P. C'est une formule qui inclut les caractéristiques des roches, dont la masse volumique. Mais vous voyez que la masse volumique, elle est au dénominateur de cette formule. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la vitesse augmente quand la masse volumique augmente, parce que la masse volumique augmente, c'est pas tout à fait exact. Parce que si ρ augmente, la vitesse devrait baisser. Donc en fait, c'est pas tout à fait exact. La masse volumique augmente bien avec la profondeur, mais elle augmente relativement moins que le numérateur, que le module d'incompressibilité et les modules de cisaillement des roches. Vous voyez, c'est juste un petit point qui peut nous éviter de dire des bêtises ou bien de comprendre ce dont on parle. Si je vais voir maintenant les stations les plus lointaines, alors on avait celles qui se trouvent dans la zone d'ombre. Alors vous avez été peut-être surpris tout à l'heure de voir pour Punch plusieurs ondes qui arrivent. Alors à votre avis, ça peut correspondre à quoi? Ces ondes, on dit qu'on est dans la zone d'ombre, mais c'est une zone d'ombre pour les ondes directes. Mais vous voyez, ici, à droite, là, je vous ai montré un petit peu un schéma qui nous montre la nomenclature des différentes ondes. Et vous voyez que peuvent arriver à Punch, ici, des ondes de compression qui ont en quelque sorte rebondi sous la surface. Donc là, c'est une onde de compression P issue d'une onde P. Mais cette onde P issue de P, elle peut être réfléchie à nouveau sous la surface. Ça deviendra une PPP. Et donc, vous voyez que des ondes multiples, réfléchies, réfractées, peuvent quand même arriver dans la zone d'ombre, mais en aucun cas, on aura des ondes directes. Vous voyez, la limite pratiquement des ondes directes, ici, c'est 90-95 degrés de distance épicentrale. Nice, Calf, ici, était pratiquement à la limite de la réception des ondes directes. Et dans les stations suivantes, imaginons que je trouve une station autour de 145 degrés de distance épicentrale. Je vais recevoir des ondes P qui entrent dans le noyau externe et qui ressortent dans le manteau. Ce seraient des PKP. Pour Coco et comme les stations les plus lointaines, là, je retrouve bien des PKIKP. Alors, juste pour terminer, disparition des ondes S pour les stations les plus profondes. Je reviens aux fondamentaux. De quoi dépend la vitesse d'une onde S? Toujours pareil, je retrouve la
masse volumique au dénominateur, mais en surface, j'ai le module de cisaillement du milieu. Et si les ondes S disparaissent, c'est que la vitesse est nulle. Ce qui explique que la vitesse est nulle, c'est que le module de cisaillement, nu, est égal à 0. C'est-à-dire, vous savez, qu'il s'agit d'un liquide. C'est comme ça qu'on peut dire, c'est comme ça qu'on a découvert la nature liquide du noyau externe. Donc finalement, si on demande à nos élèves de construire ce graphique avec les vitesses mesurées et la profondeur atteinte, vous voyez que se dessine progressivement un, notre prêne, en quelque sorte. Mais il est très incomplet. Donc en fait, qu'est-ce que vous proposez pour euh, essayer de se rapprocher du prêne que nous connaissons? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves pour affiner un petit peu ce graphique? Alors vous avez la réponse, c'est en fait multiplier les points pour se rapprocher peut-être d'un graphique un petit peu comme cela, avec beaucoup plus de précision. Et donc, pour cela, il faut essayer avec nos élèves de travailler avec d'autres événements. Donc, par exemple, je vous en ai mis quelques-uns ici que vous pouvez retrouver dans les banques de données. Vous pouvez travailler sur le séisme de Fukushima de 2011. Hein, ils ont tous la caractéristique d'être très puissants, magnitude supérieure à 7, les îles de la loyauté, etc. Et je vous propose, les 11 heures, je vous propose de prendre 5 minutes éventuellement pour aller voir l'exemple de Taïwan. C'est un séisme qui est très récent, vous voyez, il date de avril dernier. Donc, je vous propose de nous y rendre. On va rapidement voir ce qui s'y passe. J'arrête le partage. Je reprends le partage et je reviens à la mode. Et je reviens dans mes sismogrammes d'intérêt pédagogique. Je vais chercher ce Taïwan récent. Voilà, il est avril 2024, magnitude 7,4. Je l'ouvre avec Technoglobe. Ça va un peu. Alors, on a un séisme qui se trouve vers Taïwan.
Il a été enregistré par de nombreuses stations françaises, une station portugaise, donc sans doute aussi par Casa, Rabat, et ce séisme, vous voyez que on n'a pas exactement sa localisation. On n'a pas l'épicentre. Alors, si vous me donnez une minute, j'aimerais vous montrer comment on peut faire. Je reprends donc par exemple mes sismogrammes, j'affiche le T0, j'affiche, alors on n'a même pas besoin d'afficher l'arrivée des ondes, hein, on les voit suffisamment. Alors par exemple, on va le faire en direct, vous voyez que les ondes P arrivent à peu près à ce niveau. Voilà, on a des premières vibrations ici. Allez, on va dire 50 secondes pour l'arrivée des premières ondes. Et donc, il y a un outil ici qui s'appelle, vous voyez, en dessous, là, en dessous de la carte, qui s'appelle odochrone. Odos, distance, chrono, temps. C'est-à-dire le temps mis par les ondes P et les ondes S pour arriver. Et donc, vous voyez que si je connais le retard des ondes P, le temps mis par les ondes P pour arriver, je vais en déduire la vitesse, la distance de l'épicentre. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour la première, on avait, alors moi, j'ai noté 43 secondes. Donc, vous voyez que 43 secondes, T moins T0, ben, correspond à peu près à 323 km. 323 km. Qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien, je vais déterminer un cercle, donc je vais dans les actions, je vais ajouter action, ajouter un cercle de distance. Alors, à droite, on me donne les consignes. Ce mode permet de tracer sur le globe des cercles correspondant à des stations centrées sur un point. Donc, je commence par double-cliquer sur la station et je vais noter la distance ici que j'ai découvert sur l'Odochrone. J'avais 325 km. Et donc, vous voyez ici, un cercle s'est affiché qui me montre la localisation de l'épicentre. Alors pour l'instant, je ne sais pas où c'est. Je vais prendre rapidement la station qui se trouve un peu plus loin. Alors, en faisant le même travail que tout à l'heure, je peux mettre en évidence que pour la station Palk,
l'épicentre se trouve à 4740 km. Non, attendez, là, il y a un bug. Là, il faut que là, je me suis un petit peu planté dans les différents. Ah oui, non, voilà. J'ai fait une bêtise parce que regardez, euh, le rayon correspond à, vous voyez ici en bas, et on me propose soit la distance angulaire, donc là c'est ce que j'ai pris par défaut, mais en fait c'est pas ça du tout, soit la longueur de l'arc, c'est-à-dire le trajet en surface, soit la longueur de la corde, c'est-à-dire le ré en profondeur. Donc là, ce que j'ai affiché, c'est des degrés. Donc vous voyez que ça ne va pas du tout. Bref, lorsque je fais ce travail, mais en cliquant sur la longueur de l'arc et en renseignant les bons kilomètres, je vais avoir un, je vais avoir la possibilité donc d'ajouter ici un repère géographique. Hein, donc imaginons la triangulation avec trois cercles différents, et je vais avoir un repère géographique qui va se situer à peu près donc au niveau de l'île de Taïwan, ici. Je vais lui donner le nom de épicentre. Je peux le mettre en vert et il est là. Et donc, l'épicentre a lieu ici et regardons, je vais agrandir mon globe virtuel et je vais voir à quelle distance se trouvent les stations, toutes les stations françaises dont je dispose ici. Je vais donc aller calculer une distance, donc dans les actions, mesurer une distance entre l'épicentre et une station française. Alors là, je me retrouve par exemple, ici avec une distance. Alors, je vais mettre plus la distance épicentrale. Alors, j'aimerais bien retrouver la distance. Tu dois avoir la distance épicentrale dans une fenêtre de données, Patrick. Ah oui, En, d'accord, il faut que en je miniature, vérifie. en fait. Elles sont dans les Oui, fenêtres en bas. elle est là, tout à fait, Voilà. merci. Donc, vous voyez, oui, oui, tout à fait, bien sûr, il fallait que, tout à fait, merci. Donc, je retrouve, vous voyez, toutes les stations françaises, on va dire, se trouvent autour de 96 degrés. Et si je fais l'équivalent pour, par exemple, la station portugaise, donc je repars de l'épicentre jusqu'à la station PEFD, là, vous voyez que là, je me retrouve à une distance angulaire supérieure à 100 degrés. C'est-à-dire que les stations françaises se trouvent avant la zone d'ombre du noyau, alors que les stations portugaises et éventuellement marocaines se trouvent
au-delà se trouve dans la zone d'ombre. Donc, quand je vais regarder, je vais donc revenir au sismogramme, je les étudie, je vais prendre par exemple une station, je vais noter le T0, et je vais voir si je peux considérer ici le temps d'arrivée des ondes. Vous voyez que pour les premières, je retrouve bien les ondes P et S directes. Donc j'ai Barcelonnette, Bath, Tretz, Aix-en-Provence, le lycée du Rempart, etc., etc. Par contre, pour Marseille, donc, j'ai bien des ondes P et S directes. Par contre, pour la station portugaise de PEFD, j'ai des PKP ou des PKIKP. Je ne retrouve plus d'ondes directes et j'ai une disparition des ondes S. OK? Alors, si je reviens, si je tire un petit profit de tout ça, j'arrête le partage, j'ouvre le partage et je reviens à mon diaporama. On a donc la possibilité, avec nos élèves, de leur faire construire un trème le plus précis possible en considérant plusieurs séismes, donc un très grand nombre de stations, et j'ai la possibilité avec mes élèves de construire mon propre modèle de vitesse. Je l'ai appelé mon PEM. Et ce travail, c'est un travail collaboratif qui peut se faire dans le cadre d'une activité, d'une activité en SP, par exemple, de TP, ou bien qui peut se faire aussi, qui peut se, pourquoi pas en classe inversée pour gagner du temps. Et les élèves sont responsables donc d'un certain séisme, sont responsables de certaines stations. Chaque élève peut en prendre une ou deux. Et je vais avoir un très grand nombre de points qui me permettra de construire le prem de la classe, en quelque sorte. Et on va pouvoir discuter ce modèle obtenu par la classe et le comparer avec les autres, avec celui, l'officiel en quelque sorte, qui est le modèle PREM. Est-ce que je Oui, peux me permettre juste de rajouter quelque chose bien concernant le sûr, modèle PREM? je t'en En prie. fait, sur des toutes petites distances, et vous verrez, il y a un petit carré en bas où il y a marqué échelle logarithmique pour les petites distances. Donc, juste y penser quand c'est des distances qui sont proches, de 300 km, c'est assez proche, et ça affine par rapport au modèle PREM qui, lui, ne considère, enfin, qui est moins précis, en fait, sur les toutes petites distances. Voilà. C'est Bon, possible, donc autant utiliser la fonctionnalité. Ça permet d'affiner. juste une petite réflexion de 1 ou 2 minutes entre nous sur, on connaît, on sait discuter la notion de modèle scientifique. Un modèle scientifique, c'est une représentation simplifiée, voilà, je recopie, j'ai noté une définition. Représentation simplifiée, oui, donc si elle est simplifiée, elle n'est pas forcément juste, et souvent idéale. Donc, on la rend idéale pour nous, permettant d'élaborer une théorie plus ou moins précise, et permettant aussi de prévoir ce qui se passerait dans certaines conditions. C'est-à-dire que
Ce modèle PREM, tel qu'il a été établi il y a plus de 40 ans, il a eu l'avantage de proposer donc de nous montrer la structure interne du globe en couches concentriques. Il a confirmé un petit peu tout ce que les données sur la lithosphère, la sténosphère, le noyau nous avaient tout ce que l'on savait déjà, mais il ne tient pas forcément compte des variations que l'on peut retrouver selon les secteurs géographiques du globe. Par exemple, on peut tomber sur des zones de subduction, il y a des zones de collision. Donc, le globe est fait certes de couches concentriques, mais elles n'ont pas toutes forcément la même épaisseur ou autre. On est dans des contextes géotectoniques différents. Par ailleurs, le modèle PREM, il suppose un MOO qui serait à 35 km sur l'ensemble du globe. Vous voyez? Alors on sait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Donc, ce modèle PREM, il a été l'avantage d'être le premier et de nous montrer, de nous ouvrir les yeux sur la structure du globe, mais vous comprenez qu'il faut être très prudent quand on l'utilise. Et donc, depuis 40 ans, vous vous doutez bien que les géologues ont travaillé ont essayé de créer des nouveaux modèles, dont le modèle AK135, qui se trouve d'ailleurs dans Tectoglobe. Lorsque vous êtes dans Tectoglobe, on avait projeté des stations. Dessous, vous avez modèle radial de vitesse. Et dans ce modèle radial de vitesse, vous avez le choix entre le PREM ou l'AK135. Vous voyez? Alors, ils se ressemblent relativement, mais on va dire que le modèle AK135, il est relativement plus récent. Il tient compte des différents caractéristiques, des paramètres de roche qui n'étaient pas intégrés en 1981, et donc il se rapproche un peu plus de la réalité. Mais en fait, tous ces modèles ne sont que des modèles provisoires et qui demandent à être traités avec une certaine prudence. Pour terminer là ce petit chapeau pédagogique ou tectonique, je voudrais qu'on réfléchisse 30 secondes sur la place des données dans notre démarche. On sait qu'en géologie, on va pouvoir travailler sur différents modèles analogiques, numériques. On va pouvoir travailler, on va pouvoir faire des mesures de densité de roche pour voir la dualité cristal. On va pouvoir faire d'autres mesures, d'autres observations. Et donc, les modèles, où est-ce que nous, dans notre démarche, où est-ce qu'on les place? Le plus souvent, les données de terrain, les observations sont les premières à prendre en compte. Et ces données, complétées par d'autres études, d'autres observations, peuvent nous amener à voir un hiatus et poser un problème. D'accord? Mais on n'est pas obligé de fonctionner dans ce sens. On peut très bien commencer par des observations de roches ou autres et de faire appel à des données de terrain, notamment celles des DUMED, un peu plus tard. Vous voyez, donc, on est conscient qu'elles doivent arriver très tôt, mais selon la façon dont on travaille avec nos élèves et notre scénario, on peut les placer à différents moments. Voilà, donc là j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'avais vu éventuellement d'autres exemples. Contactez-moi, on pourra
les évoquer, notamment en collège pour étudier l'effet de site avec le séisme de Ligurie en 2019, ou bien la dualité crustale de la spécialité toute océanique, toute continentale, avec le séisme de Barcelonnette en 2014. Sinon, bah écoutez, prendre rendez-vous dans 2 mois.